Salut, je travaille à plein temps dans le marketing digital, ce qui signifie surtout que je passe mes journées à analyser des publicités, à programmer des campagnes et à expliquer aux clients que non, mettre des emojis dans chaque ligne d'objet ne va pas tripler miraculeusement leurs revenus. J'aime mon travail. J'aime mon appartement. J'aime ma vie. Et surtout, j'aime ma tranquillité. J'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfants. Ce n'est pas une haine profonde envers eux. Je n'ai pas d'urticaire quand j'entends un enfant hurler dans un supermarché. Je me connais juste. Je n'aime pas le chaos, le côté collant, les pleurs, l'imprévisibilité, le million de questions sur le pourquoi toutes les 30 secondes. Je n'ai pas la patience, et je ne me sens pas coupable de ça. Alors, j'ai pris la décision très tôt de ne pas avoir d'enfant, et je m'y suis tenu. Mon frère aîné, Matt, en revanche, a pris le chemin complètement opposé. Il a 36 ans, est marié à Lana, qui en a 34, et ils ont 2 enfants, Ellie, qui a 6 ans, et Benji, qui en a 3. Ils vivent à environ 40 minutes de chez moi dans une petite maison qui est toujours bruyante, encombrée et pleine de décorations de fête. Sérieusement, il y a tout un placard dédié à la décoration saisonnière. Matt est le genre de gars qui organise un barbecue pour la journée de l'arbre. Je n'exagère pas. En grandissant, Matt et moi n'avons jamais été proches. Nous avons eu une enfance difficile, un père alcoolique, une mère épuisée, beaucoup de cris, pas assez de nourriture, et encore moins de soutien émotionnel. En vieillissant, j'ai choisi la thérapie et les limites. J'ai travaillé dur pour construire une vie qui me semble stable. Et j'ai appris à dire non quand les choses me faisaient plus de mal que de bien. Matt a choisi de foncer en faisant semblant que tout allait bien et en organisant des fêtes à thème comme si sa vie était un long tableau Pinterest. Ça a marché pour lui, je suppose, mais ça ne nous a jamais rapprochés. Pourtant, une partie de moi voulait réessayer. Peut-être était-ce de la culpabilité. Peut-être était-ce de l'espoir. Peut-être que j'en avais juste marre d'être la sœur froide qui ne se montrait jamais. Alors, quand Matt m'a appelé il y a quelques mois, avec une voix stressée et dépassée, j'ai écouté. Il a dit qu'il voulait organiser une énorme fête du 4 juillet chez lui, et pas seulement un barbecue dans le jardin. Il voulait un château gonflable, un traiteur, du rouge, du blanc et du bleu partout. Il a parlé de jeux pour les enfants, de feux d'artifice, de playlists, de décorations, et même de cadeaux personnalisés pour les invités. Je pouvais presque entendre son anxiété au téléphone. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « on va s'en sortir et tout se mettra en place ». Mais il était clair que l'argent était rare et qu'il n'avait pas de plan concret. J'ai surpris nous deux quand j'ai proposé de l'aider financièrement. Je lui ai dit, toi, tu t'occupes du fun, moi, je m'occupe des fonds. J'avais une carte de débit secondaire liée à mon compte. Je l'utilisais occasionnellement pour des commandes en ligne ou pour la donner à la personne qui gardait mon chien. J'ai chargé 1 500 $ dessus, je lui ai donné le code PIN et j'ai dit que c'était à lui pour la fête. J'ai été précise, nourriture, divertissement, peut-être un petit quelque chose pour les enfants. C'est tout. Je ne lui ai pas demandé de me rembourser. Je n'ai pas attaché de conditions. Je pensais que ce pourrait être notre tournant. Il n'a même pas dit merci. Pas un sourire, pas un câlin, juste un grognement de reconnaissance comme si je lui avais tendu un coupon de réduction de 5 $ sur une pizza. J'ai ravalé la piqûre, je me suis dit de laisser tomber. Peut-être qu'il était juste stressé. 3 semaines plus tard, la fête approchait, et je recevais déjà des mises à jour lointaines par SMS sur les plans. Il a réservé le traiteur, loué le château gonflable, commandé des t-shirts assortis pour les enfants. J'ai ignoré les mises à jour, en me disant que mon rôle était terminé. J'avais payé, il planifiait, fin de l'histoire. Puis, une semaine avant la fête, j'ai reçu le SMS. Et, juste pour que tu saches, a-t-il écrit, puisque tu ne fais rien pendant la fête, pourrais-tu nous aider à surveiller les enfants? Il y en aura genre 7 ou 8, et Lana et moi, on aimerait bien en profiter. Il n'y avait pas de point d'interrogation. Pas de « ça te dérangerait ?» Pas de tentative de demander gentiment. Juste une assignation des invols de travail gratuit comme si je faisais partie du personnel. Je suis resté bouche bée devant mon téléphone. Tout d'abord, quoi? Depuis quand payer pour l'ensemble de l'événement compte comme ne rien faire? Deuxièmement, je ne suis pas une babysitter. Je ne veux pas être une babysitter. Et troisièmement, tu veux que je rassemble 8 enfants gavés de sucre pour que tu puisses manger du brisket en paix? J'ai répondu aussi calmement que possible.
Je ne suis pas une babysitter. Embauche quelqu'un si tu as besoin d'aide. Je finance littéralement la fête. Et sa réponse? Je ne l'oublierai jamais. Je l'ai lu 3 fois pour être sûr de comprendre. On n'a pas les moyens de payer une babysitter. Si tu ne veux pas aider, alors ne viens pas. Je répète, et ne viens pas à la fête que j'ai payée, la fête qui n'existerait pas sans moi, la fête pour laquelle il m'a supplié de l'aider. J'ai senti un profond silence brûlant s'installer dans ma poitrine. Je n'ai pas répondu par SMS. Je n'ai pas appelé. J'ai laissé passer. J'ai dormi dessus. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, toujours en train de mijoter, je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai appelé ma banque. J'ai expliqué la situation et leur ai demandé de bloquer la carte secondaire. Puis j'ai passé en revue chaque transaction liée à celle-ci. L'acompte du traiteur annulé. La location du château gonflable annulée. La commande de décoration de fête en ligne annulée. La commande Costco de hot dog, de soda, d'assiettes en carton, de cierges magiques, tout annulé. J'ai appelé les fournisseurs moi-même. J'ai été poli, respectueuse et honnête. J'étais la titulaire du compte, et c'était mon argent. Chaque débit portait mon nom. Certains étaient encore en attente, d'autres étaient remboursables. J'ai récupéré la plupart de l'argent. Le reste était perdu, mais ça valait le coup. Puis j'ai fait la chose la plus mesquine et la plus satisfaisante que j'ai faite depuis des années. Je n'ai absolument rien dit. Pas de message de suivi, pas d'explication, pas de juste pour que tu saches. J'ai laissé le silence parler. S'ils voulaient organiser une fête sans aide, ils pouvaient très bien le faire sans la nourriture, sans le château gonflable, sans les fonds. Mise à jour 1. Les retombées ont commencé discrètement au début. Quelques appels manqués tard dans la nuit, quelques SMS épars que j'ai ignorés par principe et par satisfaction. Je me suis blotti sur mon canapé avec un verre de vin, j'ai désactivé mes notifications et j'ai regardé une émission de cuisine où personne n'essayait de manipuler l'autre pour qu'il garde 8 enfants lors d'une fête qu'il finançait. Le bonheur. Mais au matin, la situation avait dégénéré. Je me suis réveillé avec 15 appels manqués et un flot de SMS qui remplissait mon écran comme une cascade de colère. Matt était en mode panique totale. Ça a commencé par de la confusion. Il n'avait clairement pas encore compris. Des messages comme « Pourquoi la location ne se fait pas et les cartes sont refusées ?» Tu peux vérifier, arrivé au compte-gouttes, puis se sont transformés en pure rage quand il a réalisé ce qui s'était passé. Les vrais feux d'artifice ont commencé vers 9 h du matin. Tu as bloqué la carte? Tu es sérieuse là? Les gens attendent cette fête. C'était comme s'ils se souvenaient soudain que la fête n'existait pas sans l'argent et que j'étais l'argent. Il n'y avait pas de château gonflable, pas de hot dog, pas de plan de secours. J'avais tout annulé et il était en train de se démener. Puis vint le changement, la phase de culpabilisation. Tu punis les enfants. Tu ruines la tradition de notre famille. Tu fais toujours tout tourner autour de toi. C'était tellement typique de Matt que j'ai failli rire. Il ne pouvait jamais admettre sa faute sans d'abord blâmer tout le monde dans la pièce et ensuite laisser entendre qu'il était la vraie victime à chaque fois. Pourtant, je pouvais sentir que la pression le gagnait. Cette fête n'était pas seulement une question de famille. Il s'agissait de sa fierté. Il s'était construit ces rassemblements dans sa tête comme s'ils étaient la preuve que sa vie allait bien, qu'il allait bien. Et maintenant que le tapis lui était retiré de sous les pieds, il n'avait plus rien sur quoi s'appuyer que ses propres mauvais choix et un ego à moitié dégonflé. J'ai attendu l'heure du déjeuner avant de répondre, non pas parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais parce que je voulais qu'il se rende compte de la situation, qu'il ressente ce que c'était d'être ignoré, mis à l'écart, traité comme un outil au lieu d'une personne. J'ai finalement écrit, « Tu m'as dit de ne pas venir, alors j'ai supposé que je n'étais pas invité, et ma carte non plus. » Je ne m'attendais pas à un merci, mais j'étais curieuse de voir quelle serait sa prochaine étape. Le silence qui a suivi a été bref, peut-être 5 minutes. Et puis, comme sur des roulettes, un autre SMS. Bon, tu as gagné. S'il te plaît, débloque la carte. On trouvera autre chose pour les enfants. Pas d'excuses, pas de remise en question, juste de l'abandon. Un drapeau blanc amer et plein de ressentiment qui essayait quand même de faire de moi la méchante. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a même pas fait semblant de voir mon point de vue. Il voulait juste l'argent. Je suis resté longtemps à fixer le message,
non pas parce que je ne savais pas quoi dire. Je savais exactement quoi dire, c'est-à-dire rien, mais parce que j'avais besoin de ce moment. J'avais besoin de me rappeler pourquoi je faisais ça, pourquoi j'avais des limites en premier lieu, pourquoi j'avais suivi une thérapie et passé des années à désapprendre les schémas que notre enfance avait gravés en nous. Matt vivait toujours dans ce chaos. Il le décorait avec des serpentins et des desserts à thème, mais c'était le même bazar en dessous, et je n'allais pas y remettre les pieds, alors je n'ai pas répondu. J'ai laissé le message en lu, et je n'avais pas encore terminé. Ce que Matt ne savait pas, c'est que j'avais également contacté l'une des voisines. Appelez ça de la mesquinerie. Appelez ça du calcul. Appelez ça Daniel avec un côté vengeance. Mais je voulais m'assurer que cette petite fantaisie du 4 juillet ne ressuscite pas comme par magie grâce à la culpabilité ou à un financement participatif de dernière minute. J'ai contacté Claire, la femme qui habitait à 2 pas de chez Matt et qui avait un jour commenté l'un de mes posts Facebook en disant qu'elle entendait toujours les enfants du château gonflable hurler comme des banchés. Claire et moi n'étions pas proches, mais nous avions sympathisé lors de quelques événements familiaux en partageant l'horreur de voir des enfants de 3 ans essayer de manger de la craie de trottoir. Je lui ai demandé avec désinvolture s'il prévoyait toujours une grande fête de quartier pour le 4 juillet. Elle m'a dit « Non, pas cette année ». Apparemment, l'association des propriétaires avait sévi contre les feux d'artifice et les plaintes pour bruit, et quelques voisins étaient déjà agacés par le cirque que Matt organisait tous les week-ends. Je l'ai remercié et j'ai pris note, pas de soutien du quartier, pas de plan de secours. Il était seul dans cette histoire. Le lendemain, j'ai vu le changement en ligne. Lana avait commencé à publier des stories passives-agressives sur Instagram. Vous savez, le genre, des boomerangs granuleux d'elle en train de boire un café glacé avec des légendes comme « Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les, et la famille n'est pas toujours le sang ». C'était honnêtement comique. Lana et moi n'avions jamais eu beaucoup de relations, surtout parce qu'elle semblait toujours agacée que Matt et moi ne soyons pas plus proches. Je pense qu'elle me trouvait froide ou égoïste, mais la vérité, c'est que je refusais juste de jouer le jeu. Je ne souriais pas face au manque de respect. Je ne donnais pas mon temps ou mon argent en échange d'éloges creux et de culpabilité utilisés comme une arme. Cela faisait de moi la méchante de son histoire. Très bien, qu'elle écrive cette version. La veille du 4 juillet, j'ai conduit jusqu'à un lac à environ 1 heure de Phoenix. J'ai apporté des collations, de la musique, un bon livre et une glacière avec suffisamment de boissons pour me tenir compagnie. Je me suis assise au soleil, sentant la brise du lac, complètement détaché du chaos qui se déroulait chez Matt. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. J'ai juste existé. Quand je suis rentré tard ce soir-là, il y avait 3 autres appels manqués et un message vocal de ma mère qui ne m'appelle jamais à moins que quelqu'un ne soit mort ou que le câble ne soit coupé. Elle a dit qu'elle ne prenait pas parti, mais que peut-être je pouvais juste laisser tomber pour le bien de la paix. Ah, oui, la stratégie classique du les deux camps ont tort. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère contre elle, mais parce que ce n'était pas d'elle que j'avais besoin d'entendre parler. Et Matt, toujours silencieux. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste le silence. Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là, parce que Matt ne supporte pas de prendre un coup comme celui-là en silence. Et quelque chose me disait, quelque chose au fond de moi, qu'il allait essayer de retourner la situation, essayer de se faire passer pour la victime. Mais le fait est que j'avais des preuves, littérales et métaphoriques. Et je n'avais pas peur de les utiliser. Mise à jour 2. Au moment où le 4 juillet est arrivé, je m'étais mentalement et émotionnellement retiré de toute cette débâcle. Mon téléphone s'illuminait toujours avec l'occasionnelle story Instagram passive-agressive ou le même critique « J'espère que tu es content » posté par Lana, mais j'avais choisi la paix, ou du moins la distance. Ce que je n'ai appris que bien plus tard, c'est à quel point le plan B de Matt lui a explosé au visage. Apparemment, après que j'ai coupé le robinet du financement, Matt s'est déméné. Il a essayé de tout réserver à nouveau en utilisant sa propre carte de crédit, qui, il s'avère, avait une limite de $700 et était déjà à environ $400 à cause de frais antérieurs, principalement des pièces de voiture, et, chose hilarante, un abonnement à un service de livraison de viande qu'il avait oublié d'annuler. Alors, bien sûr, le traiteur a refusé de maintenir la date sans le paiement intégral à l'avance. L'acompte qu'il avait initialement versé en utilisant ma carte a été remboursé sur mon compte, pas sur le sien. Rien que ça l'a probablement envoyé en orbite. Le type du château gonflable était complet. Comme je l'apprendrai plus tard par Claire, la voisine,
une autre famille du quartier avait pris cette place après mon annulation. Ils avaient des bambins sur un trampolinet, paraît-il, une vraie surveillance. Mais Matt n'a pas remarqué l'ironie. Désespéré de s'accrocher à l'illusion, il a opéré un virage brutal vers le mode DIY. Il a sorti quelques vieilles chaises pliantes du garage, le genre avec de la rouille sur les charnières et des sangles cassées qui vous pincent les cuisses quand vous vous asseyez mal, et il a acheté des pizzas surgelées en gros dans un supermarché qui faisait des promotions du 4 juillet sur tout ce que personne ne voulait. Il a essayé de rendre le tout plus festif en attrapant ses sucettes glacées gorgées de sucre en rouge, blanc et bleu et une pile de cierges magiques à prix réduit qui était livrée avec une étiquette d'avertissement plus grande que l'emballage lui-même. La pièce de résistance était une pataugeoire en plastique de chez Walmart qu'il a remplie d'eau froide du tuyau d'arrosage et de quelques jouets gonflables qui s'étaient dégonflés en 1 heure. Il a appelé ça la zone de jeux aquatiques comme si le marketing allait distraire les enfants du fait qu'il s'agissait essentiellement d'un saut amélioré. D'après ce que j'ai entendu, les invités ont commencé à arriver vers 15 heures, en plein milieu de la chaleur brutale de l'Arizona. Il n'y avait pas d'ombre, pas de glacière, pas de vraie nourriture prête. Lana avait essayé d'embellir les pizzas en les saupoudrant de mozzarella râpée et en les coupant en forme d'étoile à l'aide d'un emporte-pièce. Le résultat était un amas de croûtes détrempées et de fromage fondu qui avait durci comme de la colle au soleil. L'un des enfants a mordu dans une part, s'est brûlé la langue et a commencé à pleurer. Cela a déclenché une réaction en chaîne. La glace a fondu avant 16 heures. Les sodas étaient chauds. Les chaises pliantes se sont effondrées une par une. À un moment donné, le bambin de quelqu'un a étalé du jus de sucette glacée sur un chien qui s'était égaré dans le jardin, et personne ne savait à qui appartenait ce chien. La playlist, que Matt avait configurée à l'aide de sa vieille enceinte Bluetooth, a bugué à mi-parcours et a commencé à rejouer Party in the USA en boucle jusqu'à ce que quelqu'un finisse par la débrancher. Les enfants étaient agités, ennuyés, pleurnichards. Ellie, qui se vantait de la machine à barbe à papa depuis des semaines, a commencé à pleurer quand elle a réalisé qu'elle n'arriverait pas. Elle avait dit à tous ses amis qu'elle serait là. Certains enfants ont demandé s'ils allaient avoir du maquillage ou des ballons. Matt, le visage rouge et transpirant à travers sa chemise à boutons avec un drapeau américain, leur a dit que ce serait peut-être pour plus tard, ce qui était un code pour non. À un moment donné, Benji est monté dans la pataugeoire avec une tasse de jus, a bu trop vite et a vomi directement dans l'eau. Game over. À 17 heures, la moitié des invités étaient partis. Lana, qui avait essayé de sauver la journée en engageant la conversation et en distribuant de petits sacs de cadeaux remplis de jouets à $1, a fini par abandonner et est rentré à l'intérieur. Matt est resté dehors en essayant de faire griller des hot dogs sur un barbecue rouillé qui n'arrêtait pas de crachoter. Quelqu'un a dû lui rappeler que les bouteilles de propane ne se remplissent pas comme par magie. Les voisins ont commencé à s'envoyer des textos dans son dos. Quelques parents sont partis plus tôt en prétextant des rituels du coucher, même s'il n'était même pas encore l'heure du dîner. Un invité a proposé d'aller chercher de la nourriture et n'est jamais revenu. L'atmosphère était moins une célébration de vacances qu'une vente de garage maladroite dans le jardin avec des enfants en train de fondre. Claire m'a dit plus tard qu'elle avait regardé toute la scène se dérouler depuis la fenêtre de sa chambre à l'étage avec un verre de sangria à la main et la conscience tranquille. Elle a dit que c'était comme regarder quelqu'un essayer de construire un char avec du carton pendant un orage, pénible, prévisible, un peu triste. J'ai appris tout ça progressivement. Pas de maths, évidemment. Il ne m'avait toujours pas parlé. Mais Lana m'a appelé ce soir-là. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas accusé. Elle avait l'air fatiguée. Vraiment fatiguée, comme le genre de fatigue qui s'enfonce dans vos os et rend votre voix plate. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas réalisé tout ce que je faisais et, plus que ça, tout ce que Matt ne faisait pas. Elle a admis qu'il avait été stressé et sur la défensive et qu'il avait mal géré les choses. Elle a dit que le fait de le voir s'effondrer en essayant de remplacer ce que j'avais fourni lui avait fait réaliser à quel point il avait tout pris pour acquis. Étaient-ce des excuses complètes? Pas tout à fait, mais c'était suffisamment proche pour que je sente quelque chose changer. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas dit, je te l'avais dit. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé digérer. Et puis j'ai mis fin à l'appel poliment, en lui disant que j'espérais qu'elle pourrait se reposer. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui étais dramatique. Ce n'était pas moi qui réagissais de manière excessive. Les propres actions de Matt avaient enfin parlé d'elles-mêmes, et les gens autour de lui commençaient à entendre le message haut et fort. Mais connaissant Matt, ce n'était pas la fin.
Il n'aime pas perdre le contrôle, et il n'aime certainement pas être embarrassé. Quelque chose me disait que la vraie tempête se préparait encore. Mise à jour 3. Pendant que Matt jonglait avec des pizzas à moitié cuites et essayait de sortir Benji de la pataugeoire gonflable avant que quelqu'un d'autre ne l'utilise comme toilette, j'allumais des bougies sur mon balcon et je préparais des brochettes de crevettes marinées. J'avais pris la décision une semaine plus tôt que si j'allais être désinvité d'une fête que j'avais financée, autant passer le 4 juillet exactement comme je le voulais, à mes conditions, dans mon espace, avec des gens qui respectaient les limites et n'essayaient pas de m'enrôler dans du travail gratuit en échange de hot dogs chauds et de chaos. Alors, j'ai organisé quelque chose de simple mais de beau, une fête tranquille sur le toit de mon immeuble. Rien de trop fantaisiste. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de calme. J'ai invité une poignée d'amis dont je savais qu'ils n'amèneraient pas de cavalier sans demander, qui connaissaient la différence entre assister et prendre le contrôle, et qui comprenaient qu'apporter une bouteille de vin n'était pas facultatif. J'avais 5 RSVP, ce qui était parfait. Mon appartement est confortable, et je n'avais aucune envie de revivre mes jours de fêtes étudiantes. Je créais de la paix, pas une foule. J'ai nettoyé mon espace la veille au soir, pas un nettoyage de panique, mais un nettoyage réfléchi. J'ai allumé de l'encens. J'ai accroché des guirlandes lumineuses le long de la rambarde du balcon. J'ai garni mon petit chariot de bar avec du gin, de la vodka, du rhum et des mixés. J'avais des collations sorties avant même que personne n'arrive. De vraies collations, pas 3 sacs de chips de marque inconnue et un pot de salsa périmé depuis 2 mois. J'avais même de la glace de secours dans une glacière. L'âge adulte à son meilleur. En fin d'après-midi, les grillades ont commencé. Je ne possédais pas de barbecue pleine grandeur, mais notre immeuble en avait un sur le toit, un barbecue propre à gaz avec une vue qui faisait que même un burger bon marché ressemblait à du luxe. Nous avons monté des légumes, des crevettes, des brochettes de poulet et du fromage halloumi. Quelqu'un a apporté une trempette maison qui avait le goût du paradis. L'un de mes amis a préparé un lot de cocktails de limonade à la lavande dans des bocaux maçonnes qui auraient pu lancer un compte Pinterest. Il y avait de la musique, douce, estivale, rien de trop fort. Il y avait des rires. Il y avait des silences confortables. Nous avons joué à quelques jeux de cartes. Quelqu'un a apporté un jeu de questions-réponses et nous y avons joué pendant un moment, en criant avec désinvolture des réponses pendant que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon de la ville. Pas d'enfants qui couraient, pas de jus renversés, pas de cris, pas d'obligation de gérer le niveau de stress des autres. C'était le bonheur. Alors que le ciel commençait à s'assombrir, nous avons migré vers le bord du toit avec des couvertures et des boissons à la main. Nous pouvions voir des feux d'artifice de 3 endroits différents de la ville, y compris le stade où se déroulait le spectacle officiel. Nous n'avons pas eu à lutter contre la circulation, à payer le stationnement ou à nous asseoir sur une couverture en sueur entourée d'étrangers. Nous nous sommes juste assis ensemble en paix quelque part autour de la deuxième finale des feux d'artifice alors que des paillettes dorées pleuvaient à travers le ciel et que quelqu'un me tendait un cupcake avec un cierge magique dedans. J'ai senti quelque chose s'installer en moi. Quelque chose qui avait été tendu et brut pendant des jours, des semaines, voire des années. Une sorte de validation tranquille, pas de quelqu'un d'autre, mais de moi-même. J'avais créé ça, pas seulement la fête, mais cette version de ma vie. J'avais dit non quand c'était dur. J'avais refusé d'être manipulé. J'avais choisi ma propre compagnie plutôt qu'un lien familial de façade. Et regardez comment ça s'est passé. Vers minuit, après que les gens soient partis, et que j'étais dans mon pyjama le plus confortable, j'ai téléchargé une seule photo sur Instagram. Quelques amis me flanquaient, tout aussi insouciants. Dans le coin, un plateau de cupcakes s'était à moitié dévoré. La légende était simple, meilleures vacances depuis des années. Pas d'enfants, pas de chaos, juste la paix. Je n'ai tagué personne. Je ne visais personne en particulier, mais je savais que les bonnes personnes la verraient, et c'est ce qui s'est passé. En moins d'1 heure, ma cousine Brie a commenté « Mince, ça a l'air bien mieux que le fiasco de Matt ». Elle a enchaîné avec un emoji de popcorn et le petit symbole de flamme. Classique, Brie. Quelques autres parents éloignés ont aimé. L'une de mes tantes, qui ne poste jamais mais qui regarde toujours, m'a envoyé un petit emoji de cœur par DM. Lana l'a regardé. Je pouvais voir son nom dans la liste des stories. Matt aussi. Pas de réponse, juste la lecture silencieuse. Mais le timing n'aurait pas pu être plus parfait parce que la comparaison était inévitable. Ma photo était remplie de sourires, de rires et de luxe subtil. La fête de Matt,
ou ce qu'il en restait, avait été un désastre détrempé et criard où les enfants sont partis avec des bonbons fondus dans les cheveux, et les parents se demandaient pourquoi ils avaient gâché un samedi. Et le fait est que je n'avais pas posté cette photo par vengeance. Je n'avais pas prévu une riposte élaborée sur les réseaux sociaux. Il ne s'agissait pas de faire honte à qui que ce soit. Il s'agissait de me montrer, à moi-même et peut-être à quelques parents cachés, ce que c'est que de se faire passer en premier, de se réapproprier des vacances qui auraient pu être une autre journée épuisante de ressentiment et de les transformer en quelque chose de réparateur. Oui, c'était mesquin, peut-être un peu suffisant, mais était-ce mérité? Absolument. Parce que je n'avais pas commencé ça. Je m'étais présenté, carte en main, en essayant de prolonger une trêve. J'avais essayé de faire amende honorable, d'investir dans quelque chose qui aurait pu être un pont. Et ce que j'ai reçu en retour, c'est du droit, de la manipulation et une tentative à peine voilée de m'utiliser comme garderie gratuite sous le couvert de la famille. Alors oui, j'ai posté ma pièce et j'y ai vécu. Aucun feu d'artifice n'a brûlé de façon incontrôlée. Aucun bambin n'a vomi sur la terrasse. Aucune culpabilité n'a été servie avec la nourriture. Juste de bons amis, de bonnes boissons et la connaissance que j'avais choisi quelque chose de mieux, quelque chose de plus calme, quelque chose à moi.